Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'actualité chaude, à savoir l'annonce par les Russes de la perte de 4 aéronefs ces derniers jours, avec 2 Mi-8 apparemment de guerre électronique, un Sukhoi 34 qui est le biplace d'attaque au sol, et également un Sukhoi 35 qui est un avion multimission, omni-rôle, très utilisé dans des fonctions d'air-air par l'armée russe. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire ce qui s'est passé, parce que c'est absolument impossible en l'état actuel du savoir que nous arrivons à récupérer en Occident, c'est de vous amener à mieux comprendre ce qui peut amener une perte de ce type d'aéronef dans le contexte que l'on connaît. Nous allons donc, juste après le jingle, essayer de regarder un petit peu les différentes options. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est de ranger tout ça avec des probabilités d'occurrence afin de prendre du recul sur le sujet et mieux comprendre ce qui peut amener à la perte de ces aéronefs en mai 2023. Juste avant, je vous préviens, comme vous pouvez le voir, j'ai du jardinage à faire. Mes monteurs, c'est le week-end, c'est les ponts et tout. Eh bien là, ils ne sont pas disponibles. Donc cette vidéo, je vous l'annonce, sera montée à minima. Je vais faire ça rapidement. Alors, commencez pas à m'en vouloir. Je vous rassure, demain, lundi, 11 h, on a une magnifique vidéo super bien montée qui sort, qui sera la visite d'un porte-avions américain. Je vous en dis pas plus, jingle. Donc ce que l'on sait, c'est que 2 Mi-8, un Sukhoi 34, un Sukhoi 35 ont été perdus. On sait également que les distances de la ligne de frontière, de la ligne de front à laquelle ils ont été perdus varient. Nous sommes à peu près à une quinzaine de nautiques pour les Sukhoi 34. Nous sommes un peu plus en arrière, à peu près 25 nautiques pour ce qui est des hélicoptères. Nous avons une image des hélicoptères, de l'hélicoptère qui se fait abattre. J'ai regardé le temps entre l'image où on voit exposer la petite charge militaire et la détonation, ce qui nous amène à environ 7 secondes. 7 secondes, ce qui veut dire que la vitesse du son étant d'environ 300 mètres par seconde, 3 x 7, 21. C'est pratique pour voir la distance des éclairs dans les orages. La caméra se situe à 2 km 100 de l'hélicoptère. On voit qu'il y a peu d'angles. On peut donc en déduire, sans faire des calculs trop savants, que l'hélicoptère doit être aux alentours de 1,5 km de hauteur, ce qui veut donc dire aux alentours des 5000 pieds. Et là, si vous suivez la chaîne, vous vous dites, mais que fait un hélicoptère à 5000 pieds? C'est le coffin corner, c'est l'endroit parfait pour se faire abattre. Vous allez vous mettre à 5000 pieds que si vous êtes sûr que la zone où vous êtes est sécurisée. Et donc, c'est assez logique à plusieurs dizaines de kilomètres du front, mais la raison pour laquelle il serait à cette attitude, c'est pour pouvoir porter au niveau de cette guerre électronique, ce qui viendrait consolider l'hypothèse comme quoi c'est bien du Mi-8 MTPR1, donc c'est du Mi-8 qui fait du brouillage de guerre électronique. D'après certaines sources, vous êtes sur une vingtaine d'Mi-8 de ce type dans l'armée russe, dans pas mal de presse spécialisée, on voit que tout le monde dit « Mon Dieu, ils ont perdu 1/10 de leur capacité de guerre électronique avec le Mi-8 ». Oui, mais ce qui nous renvoie également, encore une fois, et c'est important ce que je fais dans Au-delà de l'Ukraine, de bien ramener vers nous, à votre avis, on a combien d'avions de guerre électronique? Et si nous, on en perdait deux d'un coup, quel pourcentage, est-ce que cela impacterait? D'où l'importance, je me répète toujours, d'avoir du volume. Parce que ça peut partir très très vite. On l'a vu pendant la guerre des Malouines avec des A4 qui partaient à 3, qui revenaient à 0. On l'a vu pendant même la guerre du Vietnam où 10 000 aéronefs américains ont été perdus, ça peut partir très très vite. Et là où tout le monde est en mode « Oh mon Dieu, 4 aéronefs perdus », regardez la Seconde Guerre mondiale, regardez le Vietnam, j'ai presque envie de dire, c'est juste la réalité de la guerre de haute intensité que l'on a tendance à oublier. Maintenant, je ne suis pas là pour vous reprendre tout ce recul-là. Là, je suis là pour me focaliser sur le pourquoi ces aéronefs ont pu être abattus. Premier cas, le tir fratricide. Le tir fratricide, c'est vos opérateurs qui vous détectent un contact, Mi-8, Sukhoi 34, qui l'identifient mal. Normalement, c'est on détecte, on identifie, on classifie, on engage ou pas, et qui décide d'ouvrir le feu sur vous. C'est arrivé côté russe, c'est arrivé côté ukrainien, ça arrive même régulièrement côté ukrainien. Un excellent pilote de meeting aérien sur Sukhoi 27 aurait d'ailleurs été abattu par la défense aérienne ukrainienne au début de la guerre. Donc c'est arrivé des deux côtés. J'ai envie de vous dire, avec deux armées qui utilisent du matériel soviétique, c'est très difficile de discriminer. Et de manière générale, avec les radars, tout ça, ce n'est vraiment pas facile de savoir qui est qui.
Donc tir fratricide, c'est une possibilité. Maintenant, si on devait mettre un pourcentage, à 50%. L'infiltration. L'infiltration, et derrière il y a une recherche de saboteurs, ça serait quoi? Ça serait avoir des forces spéciales ou des dissidents pro-ukrainiens qui arrivent à pénétrer dans le territoire russe. Ils sont déjà de base, hein, il y a des Ukrainiens en Russie. Je vous renvoie vers l'après-Pearl Harbor aux États-Unis, où les Américains ont fait enfermer toutes les personnes d'origine japonaise. Il y a des camps d'internement qui existent en Californie. On en a parlé sur cette chaîne pour ce qui est de la région, même au Canada, c'était le cas. Là, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas du tout dans des pays qui ont décidé d'interner les personnes d'origine du pays opposé. Mais ça vous rappelle pourquoi? Eh bien, ça a été fait de par le passé, parce que vous voulez vous battre contre les saboteurs, vous voulez vous battre contre ces risques-là, vous voulez détecter plus facilement de l'infiltration. Et donc là, l'infiltration, ça serait quoi? Des personnes qui viennent avec des systèmes sol-air, courte portée, ils ne vont pas pouvoir arriver avec des gros lanceurs et ouvrir le feu. La charge militaire que l'on voit exposée à côté du Mi-8 est compatible avec du SATCP, du solaire très courte portée. Donc c'est tout à fait possible. Une limite à ça, sur la théorie de l'infiltration, ça serait donc du solaire très courte portée. Nous serions donc limités à en gros un engagement jusqu'à peu près 12 000 pieds d'altitude grand maximum. Ce qui est complètement compatible pour les Mi-8, ce qui est peut-être plus compliqué pour le Sukhoi 34 et le Sukhoi 35. Sukhoi 34 et Sukhoi 35 qui normalement devraient être plus hauts. Maintenant, il est possible qu'ils décident de rentrer par la basse altitude, de revenir par la basse altitude pour limiter le préavis du côté ukrainien. Si vous êtes bas, on vous détecte plus tard avec les radars et donc du coup, eh bien, vous surprenez un peu plus l'adversaire. Donc en territoire ami, ils peuvent se dire on fait de la très basse altitude ou de la moyenne altitude, ou moyenne basse, pour se rendre vers la zone tactique où là on monte pour tirer par exemple et donc là effectivement ils peuvent se faire abattre. Donc le coût de l'infiltration, j'ai envie de vous dire, c'est possible également à un bon 50%. Un mix de fratricide et d'infiltration est on va dire, est peut-être encore un peu plus probable, où une partie des pertes est due à l'infiltration, ça énerve les défenses, où tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe, et là, un peu trigger happy, comme on dit en Amérique du Nord, ça tire un peu trop alors que sans réfléchir. Donc ça, c'est possible également. Maintenant, la grande théorie, c'est celle de l'RR. Alors l'RR, c'est un métier. Quand j'étais sous-chef de patrouille, j'étais instructeur sur super-étendard, je vous cache pas que je maîtrisais pas trop l'RR. C'était vraiment un truc de spécialiste. Et à moins d'être instructeur RR moderne, Fox Shooter, on a du mal vraiment à comprendre ce qu'est le combat aérien longue portée entre aéronefs. C'est vraiment un domaine très spécifique. Et de là à dire, tiens, il peut abattre un hélicoptère Mi-8 à, on va dire, 40 km de la frontière avec un missile RR américain et tout, non, j'ai envie de vous dire non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un principe très simple à connaître dans l'air. Ce principe, c'est que plus vous êtes haut en altitude, moins il y a de résistance sur votre missile. Votre missile à basse altitude, il a énormément de densité d'air, il va donc avoir une portée qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec un missile tiré à très haute altitude. Le missile tiré à trop haute altitude, en plus des fois il va faire ce qu'on appelle une surcompensation, les missiles russes le font beaucoup, il va grimper, il va aller chercher de l'énergie potentielle de pesanteur pour après redescendre avec un maximum d'énergie. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour abattre un hélicoptère à 5000 pieds à 25 nautiques à l'intérieur de son territoire, vous allez devoir pénétrer à l'intérieur du territoire russe, ce qui n'est pas impossible. Mais vous allez devoir passer la ligne de front, vous forcer une entrée probablement à très basse altitude au-dessus des lignes russes, et après soit rester à basse altitude et tirer, soit monter un petit peu, on va dire 10 000, 15 000, au grand max 30 000 pieds, non 25 000 pieds on va dire, et après faire demi-tour et repartir. Est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est probable? Moyennement. Qu'est-ce qui vient augmenter la chance que ce soit de l'RR ukrainien qui ait pu abattre ces Mi-8? Eh bien peut-être le fait que grâce à la guerre électronique, grâce aux missiles anti-système solaire, les Ukrainiens ont peut-être réussi à faire des corridors par où ils peuvent passer sans se faire attaquer par des systèmes solaires parce qu'ils ont été détruits tout simplement. Donc de là à dire c'est impossible, non, mais de là à dire c'est fortement possible ou probable, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire. Et même si, imaginons, les Ukrainiens ont reçu de l'AIM-120, donc le missile Fox-3 moderne américain, eh bien pour faire ce genre de kill à 5000 pieds, c'est très compliqué. Pourquoi je me focalise sur ce Mi-8? Parce que c'est les seules images que l'on a. Sukhoi 34, on le voit tomber depuis apparemment la moyenne altitude, mais on ne sait pas exactement à quelle hauteur il a été touché. Néanmoins, on voit qu'il est quand même plutôt en bon état.
Et un Sukhoi 35, pareil, je n'ai pas d'image. Donc tout ça pour dire, en RR, une probabilité de combat contre les Ukrainiens qui auraient peut-être du nouveau matériel, est-ce que c'est probable? Non. Est-ce que c'est possible? Oui, complètement possible, mais peu probable. Est-ce que ça peut être dû, ces 4 pertes en une journée, à l'arrivée d'un nouveau type de missile ou de nouvelles tactiques chez les Ukrainiens qui surprennent les Russes? Absolument. Absolument possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Normalement, de chaque côté de la frontière, on a des systèmes solaires. Ces systèmes solaires, s'ils avaient été utilisés avec des gros systèmes solaires, on aurait des fortes charges militaires, normalement, à ces distances-là. Si vous tirez typiquement du Patriot, c'est des très gros missiles, qui coûtent d'ailleurs plusieurs millions de dollars, avec de très fortes charges militaires. Et on voit bien, au niveau de l'explosion du Mi-8, si c'est la bonne image, mais il semblerait, d'après les recoupements de sources, eh bien que c'est de la petite charge militaire qui est utilisée. Donc tout ça, ça nous plaide vers quoi? Ça plaide vers solaire très courte portée, ce qui nous ramène vers du fratricide ou de l'infiltration. Et ensuite, ça plaide également vers du missile RR, 2 grandes familles de missiles RR, les missiles Fox One, où vous devez en permanence éclairer votre cible et vous continuez vers elle, les missiles Fox 3, tir et oubli, qui peut-être commencent à arriver, je ne sais pas, du côté des Ukrainiens. Et du coup, ça pourrait être le premier raid face à du Fox 3, utilisé de manière beaucoup plus agressive par les Ukrainiens et qui surprend les Russes. Maintenant, normalement, si les Russes font leur travail professionnellement, ils vont débriefer, ils vont essayer de comprendre pourquoi ils ont eu cette perte, ils vont changer quelque chose. Ce quelque chose, c'est peut-être arrêter de prendre pour acquis le fait que dans leur espace aérien, ils sont à l'abri des tirs de solaire très courte portée. Peut-être que les Américains, avec les Ukrainiens, ont analysé ce qu'on appelle le pattern of life pour voir comment se font ces raids avec Sukhoi 34, Sukhoi 35 et Mi-8, et peut-être que les Russes font toujours la même chose. Et si vous faites toujours la même chose, si vous passez toujours par le même endroit, eh bien ça vous permet, en tant qu'adversaire, de repérer ses habitudes et de frapper avec des troupes au sol ou en faisant des embuscades. Donc il est fortement probable que les Russes changent leur tactique, que les Russes revoient également leur mise en œuvre de ces hélicoptères de guerre électronique à 5000 pieds, ce qui, comme on l'a dit dès le début de la guerre, n'est vraiment pas une situation d'avenir. Vous attendez qu'à vous faire abattre. Et à partir de là, eh bien, ces hélicoptères-là, s'ils ne peuvent pas monter à 5000 pieds proche de la ligne de front, ils ne vont pas servir à grand-chose. Donc on se retrouve à se rendre compte que utiliser des hélicoptères pour faire de la guerre électronique, c'est bien, mais pas top. Ce qui explique bien qu'en Occident, on le fasse très peu, et c'est principalement avec des avions que l'on va faire toute cette guerre électronique, ce qui nous permet d'être au-delà de la portée d'engagement des SATCP, mais également d'être plus loin, puisque c'est 1,27 racines de H, vous avez votre portée électronique qui est différente, et puis accessoirement, le vecteur est plus gros, plus d'électricité, plus de puissance. Donc voilà, en définitive, qu'est-ce qu'on peut résumer? Tir fratricide, ce n'est pas à exclure, mais l'infiltration non plus. Nous sommes donc sur peut-être un mix de fratricide et d'infiltration, sans pouvoir retirer le fait que c'est peut-être un changement de doctrine RR, un changement de matériel RR, mais en termes de probabilité, je me répète, ces images de la Mi-8, à plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de front, il faut vraiment qu'un chasseur se rapproche de lui pour pouvoir l'abattre. Donc les missiles RR, ce n'est pas du tout magique. Si vous êtes à très haute altitude, vous aurez beaucoup de portée. Vous allez même essayer de passer le mur du son avec votre avion pour accélérer au maximum cette portée. Mais face à de l'hélicoptère à basse altitude, face à de l'avion à basse altitude, les portées n'ont absolument rien à voir et sont presque décevantes, j'ai envie de dire. Par contre, haute altitude, c'est différent. J'espère que ça vous permet de prendre un tout petit peu de recul là-dessus. Si vous êtes déçu, que vous dites j'aimerais bien en savoir plus ou savoir ce qui s'est passé, eh ben, c'est pas moi qui vais vous aider parce que je ne sais pas. Je peux juste essayer de vous sensibiliser, de vous armer d'un point de vue connaissance, source ouverte, sur ces moyens. C'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne cherche pas à avoir réponse à tout. Je cherche juste à vous aider à prendre du recul par rapport aux informations. À très bientôt sur la chaîne. Demain, 11 h, vous allez adorer. On fait la visite d'un porte-avions américain avec Chuck, un ancien des hélicoptères de la Navy. Allez, fly safe.